Reconnaissance et footprinting. Bienvenue chers amis, chers camarades dans cette nouvelle vidéo de reconnaissance et footprinting faite par la communauté Hack the World. Donc aujourd'hui nous allons parler du footprinting et de la reconnaissance, ou la reconnaissance pardon. Donc premièrement, qu'est-ce que le footprinting, le concept du footprinting, pourquoi le footprinting, pourquoi est-il nécessaire, et quelques exemples de footprinting ou bien quelques exemples de la reconnaissance, la méthodologie du footprinting. Et dans cette partie, nous allons parler des différents types de footprinting. Pourquoi est-il nécessaire d'exécuter ces types de footprinting? Les différents outils de footprinting. Donc dans cette partie également, nous allons parler des outils de footprinting, les outils qui nous permettent de faire le footprinting sur une cible d'évaluation. Et finalement, comment réduire les risques du footprinting. Donc premièrement, nous allons voir le concept du footprinting. Qu'est-ce que la reconnaissance ou bien le footprinting? La reconnaissance consiste à recueillir les informations sur une cible donnée. Je reprends. La reconnaissance consiste à recueillir les informations sur une cible donnée. Il s'avère aujourd'hui que cette phase de reconnaissance est une phase vraiment négligée par les débutants du hacking, négligée par les novices du hacking, parce qu'ils se disent que cette phase est une partie non technique. Donc du coup, ils sautent cette phase et ils tombent en même temps sur la seconde phase du hacking qui est le scanning et l'énumération, afin de pouvoir utiliser en même temps le logiciel du hacking, exécuter les commandes et tout. Ou bien la plupart des gens disent que la reconnaissance n'est pas stimulante. Or, il s'avère que la reconnaissance est une phase la plus importante dans le domaine du hacking. Certains hackers passent 90% de leur temps à faire la reconnaissance et 10% à exploiter. Genre pour les autres phases, à savoir le scanning, l'exploitation, le maintien d'accès et autres quoi. Maintenant, pourquoi le footprinting? Pourquoi est-il nécessaire de faire le footprinting ou bien la reconnaissance? Il est vraiment nécessaire de faire la reconnaissance parce que la reconnaissance peut nous fournir certaines informations qui peuvent nous aider à compromettre un système. Premièrement, à partir de la reconnaissance, on peut facilement découvrir les vulnérabilités liées à un système. À partir de la reconnaissance, on peut réduire notre risque de détection. À partir de la reconnaissance, on peut se limiter, parce que la reconnaissance va nous aider à voir d'abord tous les systèmes dans le réseau. Tous les systèmes dans le réseau. La reconnaissance va nous aider à cibler la partie la plus importante, la partie qui contient le plus d'informations. Et c'est dans cette partie nous allons passer plus de temps. Donc, premièrement, la reconnaissance nous permet de voir les vulnérabilités liées à un système. La reconnaissance ou bien le footprinting nous permet de nous limiter afin de passer tout notre temps sur le système le plus important. Et aussi, notre risque de détection est également limité. Donc vous voyez un peu, quelqu'un qui passe son temps à bien faire la reconnaissance et quelqu'un qui ne fait pas la reconnaissance, il y aura une différence entre les deux, parce que celui qui n'a pas fait la reconnaissance, va être détecté rapidement, parce que peut-être il va aller heurter un système contenant des IDS ou bien contenant des IPS, ou bien il va aller heurter un système qui va enregistrer ses logs et directement il est détecté. Donc du coup, celui qui n'a pas fait la reconnaissance n'a pas un peu d'idée sur l'infrastructure du réseau de la cible donnée, il ne connaît pas au fait l'infrastructure du réseau, les différents types d'hôtes, aussi en ce qui concerne plein de choses que nous allons voir dans la suite de la vidéo. Donc voilà, il est vraiment important de faire le footprinting. C'est vrai que le footprinting peut paraître un peu ennuyant, mais
Si on fait bien notre footprinting, nous allons finalement, et je vous assure, nous allons voir le monde différemment. Parce que le footprinting va nous aider à voir plein de choses. Je vous donne un exemple. Le footprinting, par exemple, peut nous aider à voir que une entreprise non seulement a un domaine extérieur, mais aussi ils ont un domaine intérieur. Le footprinting peut nous aider à voir qu'ils ont un portal dans leur réseau interne. Et quand je dis un portal, ils ont peut-être un web application form où ils s'envoient des messages, des informations, ils se donnent des mises à jour. Vous voyez? Et la reconnaissance également peut nous aider à avoir quelques informations ou bien les informations qui doivent être gardées seulement par les membres d'une entreprise, mais nous l'avons à partir des techniques que nous allons discuter. Et je vous donne un exemple de la reconnaissance. Supposons un hacker. Un hacker, quelqu'un qui veut hacker une entreprise, et il fait quoi? Il a décidé de rester devant l'immeuble de l'entreprise. Ok, donc peut-être dans sa voiture, il est en train de voir les ins and out. Et quand je dis les ins and out, qui sont ceux qui sortent de l'entreprise, qui sont ceux qui rentrent de l'entreprise. Et au cours de sa quête, il remarque que qu'il y a une voiture qui a l'habitude de venir à peut-être 15 heures. La voiture vient à 15 heures 3 fois par jour. Et cette voiture vient et il dépose des colis. Donc du coup, quand cette voiture vient, comme les gens de sécurité sont habitués à voir la voiture, au lieu de venir et faire des investigations, à savoir qui est-ce, ils restent déjà à l'intérieur, ils ouvrent la porte pour la voiture. Et la voiture rentre. Donc ce hacker, peut-être, il a vu ça, il a examiné, et qu'est-ce qu'il fait? Il attend le jour où la voiture va revenir. Et quand la voiture va revenir, comme ils sont habitués à ouvrir de l'intérieur, parce qu'ils savent qu'à cette heure-ci, la voiture va venir poser leur colis, la voiture va venir ramener des trucs pour l'entreprise. Donc déjà à l'intérieur, ils ouvrent. Et là, quand ils sont en train d'ouvrir, le hacker va procéder par le tailgating. Et qu'appelle-t-on le tailgating? Le tailgating, c'est le fait de pouvoir franchir une porte ou bien de pouvoir franchir l'entreprise à partir d'un membre qui a l'accès à cette porte. Ok, comme le hacker ne peut pas rentrer, donc je vais t'aider un peu à porter votre valise, quelque chose comme ça, et il rentre. Ou bien lui-même, il vient comme quelqu'un qui veut rentrer, mais là, heureusement, la porte est ouverte et il rentre. Et maintenant, il rentre, il dépose le colis quelque part, il commence par chercher le Jennifer de l'entreprise. Dans le jargon du hacking, le Jennifer, c'est souvent les helpdesk. Okay? Donc il demande à voir le DG de l'entreprise. Okay? Et peut-être la fille se lève pour aller appeler le DG de l'entreprise. Et ce hacker a une clé USB à sa portée. Il fait quoi? Derrière le PC de la fille, sans que personne ne voit, il branche la clé USB dans la machine. Avec des outils de hacking qui se trouvent dedans, il recueille les informations sur la machine, ok, de la fille, ou bien de Jennifer de l'entreprise. Et parmi ces informations, peut-être, est-ce qu'il y a des domaines? Il voit qu'il y a des domaines, il voit le mot de passe, les utilisateurs, et tout, il voit plein de choses. Donc vous voyez, ça c'est juste un exemple que j'ai donné. Comment est-ce que quelqu'un, à partir de la reconnaissance, peut avoir accès facilement à un système? Comment est-ce qu'à partir de la reconnaissance, quelqu'un peut réduire ses chances de détection et autres? Il y a plein d'autres exemples. Et pour voir ce genre de choses, je vous conseille un peu de regarder les séries, surtout cette série de Mr. Robot. Cette série de Mr. Robot, c'est une série vraiment éducative, spécialement dans le domaine du hacking. Maintenant, quelles sont les méthodologies de footprinting? Premièrement, les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche vraiment vont nous aider dans le footprinting. Comment est-ce que les moteurs de recherche vont nous aider dans le footprinting? Et d'abord, quand on parle de moteurs de recherche, on parle de Google.
de Yahoo, de quoi encore, Google, Yahoo, Bing et autres. Ok. Donc, à partir des moteurs de recherche, un hacker peut extraire certaines informations concernant une victime ou bien concernant une entreprise. Par exemple, le nom des employés, le numéro des employés, quelles sont les technologies utilisées dans les entreprises, ok, les technologies utilisées dans les entreprises et autres, pouvant l'aider bien sûr dans son social engineering. Donc également, en utilisant les moteurs de recherche, nous avons aussi des sources qui nous permettent, ou bien des services en ligne qui nous permettent de faire des recherches sur certains employés, ou bien de faire des recherches sur certains individus. Exemple, Anywho, ouais, c'est un service en ligne. Nous avons People Search, nous avons le K111, Private Eye, etc., etc. D'accord? Donc, facilement à partir des moteurs de recherche, un hacker recueille des informations sur l'entreprise. Nous avons aussi les réseaux sociaux. Ok, peut-être il a su que le nom de celui-là, c'est peut-être Junior. Ok, il sait que c'est Junior et il essaie de voir si il va voir ce Junior dans l'un des réseaux sociaux. Et quand je parle de réseaux sociaux, je parle de Facebook, je parle de Twitter, je parle de MySpace, de Pinterest, etc. Ok? Et il s'avère aujourd'hui que les réseaux sociaux, les gens divulguent les informations très sensibles à partir des réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que le hacker peut faire? Quand il va voir, il va trouver cette personnalité, ou bien il va trouver Junior, le Junior de l'employé de l'entreprise en question en Facebook. Il va essayer de voir son profil. Qu'est-ce qu'il aime? Est-ce qu'il a mis son numéro? Est-ce qu'il a mis son adresse email? Qui sont les membres de sa famille? Ok, quels sont ses likes? Et plein d'autres choses. Il va maintenant essayer de suivre cet employé afin de voir comment est-ce qu'il se comporte. Comment est-ce qu'il se comporte? Parce que tout ça là va l'aider dans l'exploitation et peut-être dans le social engineering également. Ok, donc les moteurs de recherche sont vraiment des outils nous permettant de faire la reconnaissance. Et dans les vidéos à venir où nous allons voir pratiquement comment ça se fait, vous allez vraiment voir que les moteurs de recherche nous aident à même avoir des informations concernant une cible, une information ne devra être pas dans l'internet. Et c'est là où nous venons dans notre seconde partie, le Google hacking. Qu'est-ce que le Google hacking? Le Google hacking est un art, ok? Je peux le décrire comme un art qui nous permet de soutirer certaines informations légales ne devant pas être dans l'internet. Donc c'est un art qui nous permet de soutirer des informations légales ne devant pas être dans l'internet. Bien sûr, en utilisant le moteur de recherche Google, comme le nom le dit, Google Hacking. Et donc, pour pouvoir faire le Google Hacking, il est nécessaire d'utiliser les opérateurs de recherche. Et quels sont les opérateurs de recherche? Comme opérateur de recherche, nous avons le cache, nous avons site, nous avons une URL, nous avons une title, nous avons plein de choses. Ok, donc dans la vidéo où nous allons voir pratiquement, nous allons discuter de tout ça et nous allons voir comment un hacker peut utiliser ça afin de soutirer, afin de voir si cette entreprise a ces genres de failles, si cette entreprise a ces genres à ces trucs qui peuvent lui permettre facilement à avoir accès à ce système. Ou bien, si vous voulez, je peux vous montrer comment est-ce qu'il peut utiliser le Google Hacking afin de voir. Là, donc facilement, supposons que c'est notre moteur de recherche ça. Donc le hacker, il suffit de mettre quelque chose comme ça. In title, deux points. Border Manager Information Alert. Donc quand il met quelque chose comme ça, Border Manager Information Alert, ça lui permet de voir tous les serveurs ayant
des firewalls ou bien des proxys venant de nouvelles. Ok, venant de nouvelles. Et peut-être avec d'autres opérateurs, ils combinent. Et si par malheur, vous, euh, si par malheur, vous aussi, vos serveurs a, ou bien utilisent Novelas, ok, utilisent Novella, les serveurs Novella, ayant des proxys ou bien des pare-feux, directement, il sait que votre serveur présente des failles. Parce que c'est à cause d'une mauvaise configuration du serveur que cette information se trouve dans Google. Donc Google cache ça rapidement. Pas caché comme caché, hein, mais cache quoi. Caché comme garde dans sa base de données. Ok. Donc voilà. Donc, comme on le disait, le Google Hacking peut nous permettre de structurer les informations légales qui ne doivent normalement pas être dans l'Internet en utilisant des opérateurs de recherche. Et pour cette partie, nous avons beaucoup d'outils qui peuvent nous aider dans le Google Hacking. Nous allons le voir également plus tard. Maintenant, le website footprinting. Qu'est-ce que le website footprinting? Le website footprinting consiste à surveiller et à analyser les sites web de la cible d'évaluation. Ok? Consiste à surveiller, analyser les sites web de la cible d'évaluation. Et le website footprinting nous permet de recueillir plein d'informations, hein, à savoir les différents types d'exploitation, de systèmes d'exploitation utilisés. Ok, parce que aujourd'hui, nous avons des codeurs qui, les soi-disant webmasters, mais dû aux erreurs, on retrouve ces genres d'informations dedans. Quels sont les différents types de scripting platforms? Est-ce qu'ils sont utilisés? Est-ce qu'il y a le nom? On peut trouver le nom de quelques contacts là-dedans. Ok. Quel type d'application est-ce qu'ils sont en train d'utiliser? Et leur version, bien sûr. Donc aussi, on peut examiner leur code source, le website footprinting, examination de leur code source, de leurs cookies. Hein? Donc il y a aussi, dans cette partie, il est aussi très important de savoir que pour pouvoir bien examiner un site web, il faut faire ce qu'on appelle website mirroring. Et le website mirroring, c'est quoi? Le website mirroring consiste à télécharger le site web afin de bien l'examiner offline. Afin de bien l'examiner offline. Ok? Donc il télécharge, il examine, il essaie de voir les différents répertoires que le site utilise et plein d'autres choses. Tout ça, nous allons voir ça dans les vidéos à venir. Maintenant, le email footprinting. Qu'est-ce que le email footprinting? Le email footprinting aussi est une partie de footprinting qui nous consiste à vérifier ou bien à avoir les informations très sensibles à partir de email. Donc, qu'est-ce qu'un hacker peut faire? Un hacker, il peut créer un faux compte, ok? Il envoie, peut-être durant son website footprinting, il a trouvé le email, ok, de l'entreprise. Donc, il fait quoi? Il envoie un message à l'entreprise. Et maintenant, quand l'entreprise va répondre à son message ou bien va répondre à son mail, il va examiner ce mail. Et durant l'examination de ce mail, il va voir l'adresse IP provenant de quoi? Provenant du serveur mail. C'est quel type de serveur mail ils sont en train d'utiliser? Quelle est la version de l'application Exchange ils sont en train d'utiliser? Est-ce que c'est Exchange, Windows, Microsoft Exchange, ou bien c'est la contrepartie de Microsoft Exchange, genre celui de Linux, ou bien c'est celui d'Unix, de Solaris? Ok, il peut voir celui qui a envoyé. Et les amis, plein d'autres choses. Je ne peux pas tout citer ce qu'on peut voir à partir de l'email footprinting. Ok. Il y a aussi le competitive intelligence. Qu'est-ce que le competitive intelligence? Le competitive intelligence est un terme, ok, dans le monde du hacking qui permet de recueillir les informations à partir de vos compétiteurs. Je prends l'exemple d'EcoBank.
si, supposons que EcoBank est en train de compétir avec Orabank, facilement, nous pouvons avoir un peu d'informations concernant EcoBank à partir d'Orabank aussi. Voilà le competitive intelligence. Et il y a plusieurs services en ligne qui nous permettent de faire le competitive intelligence, de comparer, ok, de comparer, de faire plein de choses. Et ça aussi, nous allons voir dans les vidéos pratiques à venir. Faire le footprinting sans faire le WHOIS footprinting, selon moi, n'est vraiment pas du footprinting. Pourquoi? Parce que le WHOIS footprinting est un footprinting vraiment nécessaire. C'est un footprinting qui vaut vraiment la peine. Ok? Donc, qu'est-ce que le WHOIS footprinting? Le WHOIS footprinting, c'est d'abord le WHOIS. Nous tous nous savons ce que c'est le WHOIS. Le WHOIS est une base publique qui stocke et permet l'affichage des domaines, ou bien qui permet l'affichage des données relatives à un domaine. Par exemple, le propriétaire du domaine, quel est le statut du domaine, quels sont les contacts, ok, quelles sont les plages d'adresse IP qui utilisent ce domaine et tout. Donc le footprinting consiste à faire quoi? À avoir ces informations. Et vraiment, plusieurs entreprises ont été compromises à partir de WHOIS footprinting. Parce que dès que le hacker il fait le WHOIS footprinting, il recueille ces informations, ça va vraiment l'aider, je dis vraiment l'aider dans son social engineering. J'étais en train de discuter avec certains groupes aussi, et voilà, ils disent, quelqu'un dit, un hacker sans le social engineering n'est vraiment pas un hacker. Est-ce que c'est vrai? Et vraiment c'est vrai. Un hacker sans le social engineering n'est vraiment pas un hacker. Et nous allons voir pourquoi cette histoire de social engineering est vraiment important. Ok, pourquoi est-ce que les hackers les utilisent souvent? Donc, bref, le WHOIS footprinting nous consiste à recueillir les informations concernant un domaine. Par exemple, le domaine ecobank.com, le domaine cnn.com. Toutes les informations concernant ce domaine. C'est qui ce domaine, quel est son nom, quelle est son adresse IP, pas adresse IP, quelle est la plage d'adresse IP qu'utilise CNN ou bien qu'utilise EcoBank. Ok. Maintenant, le DNS footprinting. Qu'est-ce que le DNS footprinting? Le DNS footprinting nous permet de déterminer les hôtes les plus importants pour une entreprise. Les hôtes les plus importants pour une entreprise. Pas seulement les hôtes les plus importants, tous les hôtes d'une entreprise. Et quand je parle d'hôtes, je m'excuse un peu le terme hôte que j'ai utilisé, mais quand je dis hôte, je parle de sous-domaines. Est-ce qu'ils ont des sous-domaines? Quels sont ces sous-domaines? Donc, on fait aussi ce recueil d'informations. Par exemple, si on prend Hack the World, supposons que Hack the World a un site hacktheworld.com. Quand je dis sous-domaine, je parle de peut-être ftp.hacktheworld.com, smtp.hacktheworld.com, webmail.hacktheworld.com. Donc, est-ce ils ont ça? Quelle est leur adresse IP? Ok. Quelle est l'adresse IP de ces hôtes ou bien de ces sous-domaines, le domaine elle-même? Voilà ce qu'on appelle le DNS footprinting. Donc, également, le DNS footprinting nous consiste à voir si le serveur DNS de l'entreprise ou bien le serveur DNS qu'utilise l'entreprise est bel et bien configuré. Parce qu'une mauvaise configuration du DNS peut vraiment causer de dégâts. Exemple de mauvaise configuration. Est-ce que dans le DNS de l'entreprise, elle permet ce qu'on appelle un zone transfert? Est-ce qu'elle permet un zone transfert? Est-ce qu'il y a le DNS security qui a été enabled dans ce serveur ou bien qui a été configuré dans ce serveur? Mais si durant sa requête ou bien durant sa reconnaissance, il voit que ce DNS là ou bien ce serveur DNS n'a pas le zone transfert qui a été configuré, vraiment il va sauter, hein. Parce que pourquoi? Qu'est-ce que le zone transfert elle-même? Le zone transfert permet à avoir, d'abord il interagit avec le DNS, ok, et dit au DNS que je fais partie de ton réseau ou bien je fais partie de ton entreprise, donc livre-moi toute la liste, ok, de domaines et sous-domaines d'une entreprise donnée. Ok,
livre-moi toute la liste d'un domaine ou l'entreprise d'une entreprise donnée. Si c'est par exemple, comme je le dis, ecobank.com et que ecobank.com a un serveur DNS, donc le zone transfert va nous permettre de faire quoi? D'avoir toute la liste des sous-domaines et il va faire un transfert vers notre machine. Donc, si elle est bien configurée, elle va refuser tout ça. Nous allons voir ça dans notre pratique à venir. Le social engineering, le boss, moi je ne le qualifie pas le boss. Hein. Franchement, le social engineering est un problème aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est un problème? C'est un problème parce que, contrairement au système, le social engineering n'a pas de patch. Je reprends. Le social engineering aujourd'hui est un grand problème parce que, contrairement au système, ou bien contrairement aux autres applications, les humains n'ont pas de patch. Les humains n'ont pas de patch. Donc, autrement, les humains sont facilement exploitables. Pour ce, le social engineering est l'art de manipulation afin d'avoir des données très sensibles comme numéro de carte de crédit, numéro de sécurité, différents types d'utilisateurs, leur mot de passe, les systèmes d'exploitation, comment est l'infrastructure du réseau et autres, peut-être, et autres. Hein? Un hacker peut facilement utiliser le social engineering. Comment? Je donne toujours l'exemple de la série Mr. Robot. Dans la première saison de la série Mr. Robot, on voit Mr. Robot en train d'appeler un homme. Ok? Il appelle l'homme et il dit à l'homme que c'est la banque, une certaine banque qui est en train de l'appeler. Et donc, son compte a été compromis. Donc, pour ce, il aura besoin des informations de son compte afin de pouvoir sécuriser son compte. Et imagine quand toi, ton compte bancaire a été compromis. Qu'est-ce que tu vas faire vraiment? Qu'est-ce que la banque peut faire pour sécuriser ton compte bancaire? C'est ça qui serait ta première intention. Donc du coup, il posait les questions à ce gars et ce gars répondait. Et vous savez, les questions qu'il lui posait et il répondait, il voulait utiliser ces questions ou bien ces réponses provenant de l'individu ou de la victime en question afin de faire le password cracking, afin de craquer le mot de passe. C'est une belle série. Il va falloir vraiment que vous regardiez cette série. Et puis, essayez de comprendre au fait comment ça se passe. Là-bas, ils ont vraiment utilisé ce que on appelle le footprinting. Ils ont mis en exhibition vraiment l'importance du footprinting dans le domaine du hacking. Ok. Donc, nous avons plusieurs types de footprinting. Hein. Exemple, le eavesdropping. Qu'est-ce que le eavesdropping? Quand je dis le eavesdropping, ça consiste à écouter peut-être une conversation. Et durant cette conversation, on a quelque chose, on a une information donnée. Ok. Il y a aussi le shoulder surfing. Le shoulder surfing consiste à regarder quelqu'un lorsqu'il est en train d'entrer son mot de passe. Hein? Regarder quelqu'un lorsqu'il est en train d'entrer son mot de passe, pas seulement le mot de passe, une information critique, peut-être son numéro de compte, il est en train de taper, vous êtes en train de regarder ses doigts afin de pouvoir voir qu'est-ce qu'il est en train de taper pour pouvoir l'utiliser après. Le shoulder surfing, le dumpster diving. Le dumpster diving aussi est un type de social engineering qui consiste à fuir les poubelles, à fuir afin de voir si nous pouvons trouver certaines informations. Ok. Donc, ces méthodologies, voilà comment un hacker peut procéder. Parce que, afin de recueillir de petites informations et de les rassembler ensemble, vraiment, ça donne un truc de waouh. On comprend même l'entreprise, on comprend notre victime plus que notre victime même. On comprend l'entreprise plus que les employés de notre entreprise même. Au fait, c'est ça qui fait de nous des hackers. Ok. Maintenant, les différents tools de footprinting. Exemple de tools de footprinting, nous avons Matilgo, nous avons ReconNG qui est un framework de la reconnaissance. Et dans nos vidéos à venir, nous allons montrer comment ces outils s'utilisent. Nous avons les différents add-ons des navigateurs, exemple PassiveRecon, Netscraft, Firebug, Shodan, etc.
et plein d'autres. Je vous assure que la reconnaissance, pour moi, c'est la partie la plus intéressante. La partie la plus intéressante. Quand vous allez mettre en pratique la reconnaissance, vous allez voir vraiment que le monde est vraiment différent. J'utilise toujours ce terme, le monde est vraiment différent. Maintenant, comment réduire les risques du footprinting? Premièrement, mettre certaines restrictions en place. Si vous êtes un chef d'entreprise ou bien si vous êtes un hacker éthique pour une entreprise, ok? Vous vous rappelez la différence entre un pen tester et un ethical hacker? Hein? Ok. Si vous êtes un hacker éthique pour une entreprise, vous essayez de mettre certaines restrictions en place. Exemple de restriction. Personne n'utilise notre réseau pour surfer. Pas pour surfer l'internet, hein, peut-être pour les réseaux sociaux. Vous mettez certaines restrictions en place, peut-être comme des access control list pour pouvoir bloquer ou bien pour pouvoir filtrer les paquets. Ok, vous mettez en place certains proxys, ok, certains proxys pour surveiller, certains proxys pour pouvoir ok, mettre les choses en place à ce que les employés ne puissent pas peut-être visiter certains sites, ou bien vous mettez plein de restrictions en place. Pas plein, mais vous mettez les restrictions en place. Ok. Vous configurez les serveurs DNS et web afin d'empêcher un leakage of information. Comme je l'ai dit, le DNS, si elle est mal configurée, vraiment, le hacker est le gars le plus important, le plus content du monde. Parce que c'est ça il veut. Quand le web aussi, le serveur web n'est pas bien configuré, nous allons voir comment faire, hein, comment déterminer si un serveur web est vraiment bel et bien configuré ou pas. Ok, si un serveur DNS est bel et bien configuré ou pas. Et comme nous voulons devenir des hackers éthiques, comment configurer ces serveurs DNS et ces serveurs web afin d'empêcher ce qu'on appelle leakage of information. Éduquer les employés. Il est vraiment important d'éduquer les employés. Ok, il faut éduquer les employés. Et parlant d'éduquer les employés, c'est le social engineering. Hein. Tu les éduques. Comment est-ce qu'un hacker peut utiliser le social engineering? Ok, comment est-ce qu'ils peuvent être victimes du social engineering? Vous les éduquez proprement. Et vous faites un footprinting vous-même afin de voir comment vous en préserver. C'est ça. Donc vous-même vous faites un footprinting et vous voyez comment vous en préserver. Est-ce qu'il y a des choses que vous devez faire? S'il n'y a pas, ou bien s'il y a d'autres mesures que vous devez prendre. Utiliser les services anonymes. Pourquoi devions-nous utiliser les services anonymes? Afin d'éviter les caches. Comme je l'ai dit, Google par exemple, il cache les informations, il garde certaines informations, il stocke certaines informations dans sa base de données. Ce qui fait que quand un hacker utilise le Google Hacking, facilement, ces choses qui sont cachées, ces choses ou bien ces informations qui sont stockées, lui, dans sa base de données, il les soutire rapidement. Les choses normalement qui ne devraient pas être dans l'internet. Donc pour ce, il faut avoir l'habitude d'utiliser les services en ligne, les services anonymes. Nous avons un, ok, qui est juste à notre portée. Nous avons un qui est juste à notre portée, Tor. Bon, Tor, lui, il est trop loin. Nous avons, ok, on y va. Nous allons voir ça à venir. Et aussi l'utilisation des pseudos dans les forums, les groupes et les blogs. Ok, donc facilement, un hacker, quand il retrouve et il repère ce même nom dans un groupe, dans un blog, il va voir un peu, il va étudier votre comportement face à ce blog, il va lire, voir si vous divulguez un peu d'informations, ne serait-ce un peu d'informations de votre entreprise, et il utilise ces informations pour vous attaquer. Donc, pour empêcher ça, essayez aussi d'utiliser des pseudos dans le forum, dans les groupes et les blogs. Donc, nous voilà un peu à la fin de reconnaissance et de footprinting. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on dit? Nous venons de dire que la reconnaissance ou bien le footprinting est la phase la plus importante dans le domaine du hacking. Et c'est une phase qui nous permet de soutirer la plus ou bien le maximum d'informations
en ce qui concerne une cible donnée. C'est vrai, aujourd'hui, les gens pensent que comme c'est une phase non technique, elle est vraiment ennuyante. Non, la reconnaissance aujourd'hui peut nous conduire à exploiter facilement un système. Ok. Et aussi, dans cette vidéo, nous avons parlé des différentes méthodologies, ok, des différents types de footprinting, pourquoi les utiliser, ok. Nous avons vu aussi comment réduire les risques du footprinting. Donc, les amis, nous sommes venus à la fin de notre vidéo. Donc, nous vous donnons rendez-vous sur la prochaine vidéo à venir. Et dans la prochaine vidéo à venir, nous allons être un peu plus pratiques afin de voir comment un hacker ou bien comment est-ce que nous devons faire la reconnaissance. Merci.